Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stanislas Guerini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, député porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On est une semaine après les révélations des Paradise Papers et on a ce sondage Odoxa pour France Info qui est assez éclairant, qui montre que 3/4 des Français, 75% des Français, jugent que la fraude fiscale est insuffisamment punie. Le gouvernement fait-il suffisamment pour lutter contre ce fléau ? Je pense que les Français, ils ont raison de considérer qu'il faut renforcer sans cesse la lutte contre la fraude fiscale. Il faudra aussi poser la question de l'optimisation fiscale, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière cette affaire des frontières poreuses entre ces deux termes. Oui, c'est vrai. Ces deux notions. Alors il faut les prendre dans l'ordre, si je puis dire. Le gouvernement fait-il assez? On peut intraitable. être d'accord avec les Français, ce qui est plutôt une bonne chose, mais qu'est-ce qui a été fait depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron sur ce sujet? Il faut d'abord dire que le gouvernement français agit depuis longtemps sur ce sujet-là, et parmi les pays européens, le gouvernement français, gouvernement après gouvernement, il faut rendre à César ce qui est à César, avance sur ce sujet-là et plutôt en pointe sur l'échange automatique d'informations. Il y a eu des grandes avancées ces dernières années. C'est pour 2018. Oui, alors il y a déjà des échanges automatiques d'informations qui sont déjà en place. Il y en a d'autres qui vont continuer et s'étendre pour 2018. Il faut aller toujours plus loin parce que je pense que c'est au fond le mécanisme le plus efficace pour pouvoir lutter contre la fraude fiscale. Établir une liste des paradis fiscaux qui soit une liste claire. Aujourd'hui, vous avez en tête que la liste de l'OCDE était une liste à trous, si on peut dire. Donc la France, sans sanction, il faut qu'il y ait des sanctions derrière. Oui, et lesquelles? tout à fait, j'allais y venir, porte le combat d'abord d'élargir la liste et de faire en sorte que les pays qui soient sur cette liste établie par l'OCDE ne puissent pas, par exemple, c'est une proposition de Bruno Le Maire, bénéficier de prêts auprès de grands organismes internationaux. Oui, mais il faut faire le ménage déjà chez nous. C'est marrant de parler des autres. Mais les Pays-Bas, qu'est-ce qu'on nous a enseigné ces Paradise Papers? Les Pays-Bas, le Luxembourg, voilà, c'est chez nous, c'est à nos portes. Alors, j'allais venir sur le ménage. Chez nous, vous avez raison, il faut faire des choses en France. Vous avez remarqué que ce gouvernement a pris la décision de fermer la cellule de régularisation et donc on va durcir la lutte contre la fraude fiscale, passer ce message clair, il n'y a pas de négociation possible. Que maintenant il n'y a plus de repentance possible pour les fraudeurs fiscaux. Oui, il faut je crois durcir les choses, c'est le sens aussi de l'amendement que nous avons présenté et voté en commission des finances. On en est où justement? Cet amendement qui vise donc à automatiser la déchéance des droits civiques pour les gros fraudeurs fiscaux, pour les fraudes fiscales aggravées. Il faut savoir qu'il y a déjà des condamnations qui sont possibles, mais elles sont laissées à l'appréciation du juge. L'idée, c'est de l'automatiser parce que les peines sont rarement infligées aujourd'hui. C'est ça le sujet? Oui, le sujet, c'est qu'on définit ce qui est aujourd'hui la fraude fiscale avec des circonstances aggravantes. Ça, on n'y touche pas, c'est-à-dire quand il y a des dissimulations d'identité, passage par des intermédiaires financiers pour ouvrir des comptes, dissimulés à l'étranger. Mais aujourd'hui, il y avait la possibilité pour le juge de prononcer une privation des droits civiques. Qu'est-ce que c'est la privation des droits civiques? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de voter, on n'a pas le droit d'être élu, on n'a pas le droit de représenter quelqu'un devant la justice, on n'a pas le droit. Plus de permis de conduire. Permis de conduire, je ne crois pas que ça soit. Je crois pas que ça soit dedans. Non, c'est tout simplement le fait de pouvoir participer activement à la vie civique de notre pays. Certaines professions réglementées aussi. Oui, ça vous avez raison. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que cette privation des droits civiques, elle soit plus automatique. On laisse le dernier mot au juge, il peut choisir de ne pas prononcer la peine, mais il doit motiver sa décision s'il ne prononce pas la peine. Il y a une inversion de la charge. Mais ça reste toujours donc on va le rendre. Ah oui, mais sinon, vous savez, il y a en France ce qu'on appelle la Constitution, et donc on est un petit peu obligé de respecter la Constitution quand même. Certes, et c'est gentil de me le rappeler. Non, mais il y a aussi, là où je veux en venir, c'est qu'il y a toujours le verrou de Bercy. Vous connaissez le verrou de Bercy? Ah oui, je connais. C'est quoi le verrou de Bercy si on explique ça? C'est qu'il Bercy peut ou pas, une fois qu'il y a une transaction qui a été faite avec Bercy, porter plainte au pénal contre le fraudeur fiscal. Et là, pour le coup, votre amendement ne fait pas avancer le public. Alors, parce que ça restera toujours in fine Bercy qui dira ou non, et on attaque au pénal derrière. C'est partiellement vrai. Le verrou de Bercy, il a évolué déjà depuis ces dernières années et les juges peuvent aujourd'hui s'emparer directement de certains dossiers, les emmener directement au pénal. Mais il reste du travail à parcourir et c'est la raison pour laquelle il y a une mission d'information qui est en train de travailler à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale pour rendre ses conclusions rapidement, d'ici quelques semaines, sur les propositions que nous faisons pour mettre à plat ce verrou de Bercy qui suscite beaucoup de fantasmes, mais nous voulons faire les choses qui est une réalité aussi. Oui, mais je ne veux pas faire de démagogie sur ce sujet. Le but pour l'État français, c'est de récupérer de l'argent. C'est pas de faire des grandes annonces qui font plaisir à tout le monde. Combien ça coûte aux finances publiques en manque à gagner?
l'optimisation, oui, voilà. l'optimisation, l'évitement fiscal, pas la fraude, l'optimisation à la fois des particuliers, on voyait Nike aussi, des multinationales. Les chiffres que j'ai, c'est 10-15 milliards d'euros par an. Oui, quand on parle d'optimisation fiscale, on parle souvent même de montants qui sont supérieurs à cela. De manque à gagner, en recette fiscale. C'est difficile en réalité d'estimer ces montants. Parce que les périmètres taxables… Mais même 10 ou 15 milliards d'euros par an, c'est énorme, c'est énorme. Et ce sont des attaques, je dirais, contre ce qu'est la vie collective dans notre pays. Donc c'est pour ça, je voulais juste terminer par ça en disant il y a de la lutte contre la fraude fiscale et puis il faut continuer. Là aussi, vous avez raison, il faut faire le ménage chez nous, comme vous dites. Mais sur les particuliers, là pour le coup, on parle des particuliers et votre amendement s'applique évidemment aux contribuables qui auraient fraudé, en tout cas qui seraient allés beaucoup trop loin dans la fraude fiscale. Vous proposez aussi de durcir, il faut le dire, les sanctions, les plafonds d'amende passeraient de 2 à 3 millions d'euros, peine d'emprisonnement passerait de 7 à 8, avec une durée maximum de privation jusqu'à 5 ans, mais ça reste très théorique encore une fois. Qui dit que ce sera appliqué ce sera, alors on n'augmente pas les plafonds de peine d'emprisonnement. On augmente les plafonds, c'était une première version de l'amendement, mais dans la dernière version. Alors dans la dernière version, c'est quoi? Les plafonds de 2 à 3 millions d'euros. On rend plus automatique la privation des droits civiques, comme j'ai pu l'expliquer. Et puis on sanctionne aussi par des amendes un peu plus importantes le fait de refuser de transmettre des informations à l'administration fiscale quand cette dernière le demande. Bon, c'est pas ça qui va faire rentrer 10 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Mais nous n'avons pas dit que cet amendement c'était l'alpha et l'oméga de la lutte contre la fraude fiscale. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Symbolique. C'est pas que symbolique. Moi, je crois que ce n'est pas sans conséquence de se dire que quelqu'un qui est convaincu de fraude fiscale dans les circonstances qu'on a rappelées, il ne puisse pas se présenter à une élection, il ne puisse pas voter pendant 10 ans. Je crois que pour lui, ça n'est pas symbolique. Je crois que c'est attendu par les Français de dire que se soumettre à l'impôt, c'est participer à la vie civique de notre pays, et que ceux qui ne veulent pas le faire, eh bien, ils ne puissent pas participer à la vie civique de notre pays. Alors, on change de sujet, Stanislas Guerini. Le Sénat qui vient de rejeter la surtaxe donc exceptionnelle sur les grandes entreprises qui vise à compenser le manque à gagner de la taxe sur les dividendes qui a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Ça ne changera rien puisqu'au final, ce sera évidemment les députés qui auront le dernier mot. Mais avouez quand même que cette surtaxe, c'est un peu moins dans l'actualité, mais quand même, ça envoie un signal quand même qui n'est pas très bon aux entreprises. Qui ont de quoi, les grands patrons, être un petit peu écœurés parce qu'on dit l'impôt sur les sociétés va baisser à 25% horizon 2022 et puis là, pour certaines boîtes, il y aura du 45% d'impôt sur les sociétés. Non, ça… Et c'est vraiment aux entreprises, question bis, pardon, de payer la note pour l'imprévoyance, l'amateurisme, l'incompétence fiscale de gouvernements antérieurs. Antérieurs, j'ai bien dit. Oui, mais je ne souhaite même pas rentrer dans une polémique du gouvernement antérieur. Non, mais nous avons une situation à gérer. Patate chaude, 5 milliards d'euros. 10 milliards en tout. 10 milliards, qui est une situation, il faut dire la vérité, dont ce serait bien passé. Qui est la conséquence de choix de politique fiscale. Oui, mais c'est la facilité que de devoir taxer les entreprises. Non. On fait ça à chaque fois. Pourquoi ne pas se dire… Je vais essayer de vous répondre de manière complète. Bien sûr, mais vous auriez pu choisir de baisser, en tout cas faire plus d'économies, parce qu'elle ne baisse pas la dépense publique, faire plus d'économies. Il y a 1600 postes de suppression de postes dans la fonction publique d'État. En 2018, on aurait pu aller un peu plus loin. Si je peux me permettre, dire, ah bah allez hop, on va donner un coup de bambou sur les grandes boîtes. Vous me parlez de 2018, on parle là de 2017. 5 milliards. 2017. Et donc, les 1600 postes dont vous me parlez de 2018. Donc, le choix qu'on avait de cette majorité-là, c'est est-ce qu'on laisse filer notre déficit? Est-ce qu'on accepte d'être le dernier pays de la zone euro à être en procédure de déficit excessif? On sera encore le dernier en 2018. Mais oui, parce qu'il faut que 2 années de suite, on sorte des déficits. Donc, est-ce que le choix, il est extrêmement simple? C'est-à-dire, est-ce qu'on passait cette année 2017 au-dessus plutôt de la barre des 3% ou pas? Et donc la décision que nous avons prise, c'est une décision difficile, mais de dire oui, il va falloir rendre les 10 milliards d'euros aux entreprises françaises, le faire d'ici la fin de l'année. Et donc nous demandons une contribution sur ces 10 milliards-là de 5 milliards d'euros via un dispositif qui est très sécurisé, qui a déjà existé dans le passé, qui est une surtaxe de l'impôt sur les sociétés. La nouvelle politique, c'est ça, c'est faire la même politique mais qui va porter, en tout cas c'est bien expliqué, et je vais essayer de le faire de manière complète ce qu'on veut faire, qui va porter sur les plus grandes entreprises, plus d'1 milliard d'euros, plus de 3 milliards d'euros de ce pays, qui va porter sur les bénéfices, donc qui va porter sur les sociétés qui sont en bonne santé financière. Mettez-vous à la tête de ces boîtes qui apprennent ça au mois de novembre, mais qui ne remet 45% d'impôt sur les sociétés. Et je veux le dire ici de manière extrêmement claire sur la politique
politique de ce gouvernement qui veut favoriser les entreprises de ce pays quand elles investissent, quand elles créent des emplois. Oui, nous allons tenir notre ligne de diminuer l'impôt sur les sociétés de 33 à 25 et cette surtaxe est une surtaxe exceptionnelle et nous le redisons avec toute la plus grande clarté. Il y avait l'alpha et l'oméga, on le sait, c'était de respecter encore une fois, de passer sous la barre des 3% de déficit pour sortir de la procédure pour déficit excessif avec l'Europe. Mais quand même, d'un point de vue philosophique, on va quand même taxer des entreprises pour rembourser une taxe illégale prélevée sur les entreprises. C'est Kafka, là, c'est kafkaïen cette histoire quand même, savez, non, sérieusement. Mais je vous laisse la philosophie et je prends les responsabilités d'être une majorité derrière un gouvernement qui doit prendre des décisions qui sont… parce que c'est bien beau tout ça, mais moi je ne vois pas les contre-propositions. Quelles sont-elles? En fait, il n'y avait pas d'autre solution, c'est ça. Et oui, quelles sont-elles? J'entends sur les bancs de l'hémicycle qu'on nous dise « oui, c'est vrai, c'est pas très sympa pour les entreprises ». Mais que fallait-il faire? Est-ce que la droite, aujourd'hui, qui tient ce discours, est prête à assumer de dire pour 2017, on ne respectait pas nos engagements européens? Nous, notre majorité, nous ne le sommes pas. Il n'y a pas des recettes fiscales en plus, là, pour le coup, la croissance qui revient? Nous verrons bien à il y avait un pari, à la fin de l'année. Moi, je crois qu'on ne peut pas jouer avec cela, on ne peut pas jouer avec nos engagements européens si on veut que le président de la République continue à avoir une politique volontariste, à aller gagner des succès politiques en Europe avec nos voisins européens. Il faut être exemplaire, c'est le sens de cette décision. Bon, ça fait, puisqu'on parle du chef de l'État, un peu plus de 6 mois qu'il est maintenant, qu'il a été élu. Près de 60% des Français sont mécontents de son action sur les 6 premiers mois. C'est injuste? Vous savez, 60%, je prends avec beaucoup de précaution ce type de sondage. Je pourrais vous en donner 10 autres qui disaient des choses un petit peu différentes. Bien sûr, je vous dirais que c'est merveilleux. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous soyons en train de mener la politique pour laquelle nous avons été élus. Et je crois que cela, les Français le reconnaissent. Il y a un volontarisme de cette majorité qui est très important. Et ce qui m'intéresse surtout, ce sont les résultats et est-ce qu'on arrive un petit peu à changer la vie des gens. Vous savez, je crois que les 56 000 enfants qui ont fait la rentrée scolaire dans des classes à 12, pour eux, qu'on leur dise est-ce qu'il y a des sondages qui disent ceci ou cela, c'est de la littérature. Eux, ça change leur vie. Pour les étudiants à qui nous avons proposé des choses extrêmement fortes, sortir du tirage au sort, mettre 1 milliard d'euros sur les APL, ils sont contents aussi. Mais ils sont aujourd'hui gagnants. Prenons ce sujet-là, il faut vous savez quelle est la mesure la plus impopulaire? On a posé la question aux Français. Quelle est selon vous la mesure la plus impopulaire aux yeux des Français? Je n'ai pas pris le temps de Est-ce que c'est la suppression de l'ISF? Non. Est-ce que c'est le rabot de 5 € sur les APL? Non. C'est quoi votre avis? Vous savez, je ne suis pas venu pour faire des quiz, donc je vous laisse La hausse de la CSG. 80% des Français sont contre. Vous l'assumez toujours, cette hausse de CSG? Mais j'assume parfaitement la politique qu'on est en train de mener. À nous d'en montrer la cohérence et de dire que pourquoi nous faisons la hausse de la CSG, c'est pour supprimer les cotisations salariales sur le chômage et la maladie, c'est-à-dire augmenter ce qu'il y a en bas de la feuille de paye, c'est-à-dire le salaire net, et de l'autre côté, à travers la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, la CSG, la hausse se fait en 1 fois, la baisse de cotisation se fait en 3 fois. Avec, Mais la hausse de la CSG… Les mauvaises nouvelles, c'est tout de suite, et les bonnes nouvelles, c'est parti. Non. Dès le début de l'année 2018… Non, mais je ne veux pas… C'est-à-dire des informations qui sont erronées. Dès le début de l'année 2018, il y aura une augmentation mesurée sur la feuille de paye. Octobre 2018, elle sera beaucoup plus sensible. C'est en 2 fois. En 2 fois. Bon, et pour les salariés qui travaillent dès le début de l'année 2018, la hausse de la CSG sera plus que compensée. Donc il faut quand même le dire. La baisse sera très légère. On la verra vraiment en octobre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans 1 an de ça, améliorer la vie des gens pour ceux qui bossent et supprimer la taxe d'habitation. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas le président des riches, ce n'est pas les sondages, ce sont des vraies mesures pour les Français qui vont se voir sur la feuille de paie et qui vont se voir sur la feuille d'impôt. Je crois que c'est ça que les Français attendent de cette majorité. Dernière question à propos de l'ISF toujours. Il n'y avait pas quand même un moyen, certains diront que c'est une marotte chez moi, j'y reviens souvent, mais quand même, je donne raison à François Bayrou, parce que pour éviter tout ce barnum médiatique, toute cette polémique sur les cadeaux riches, les produits ostentatoires de richesse, est-ce qu'on taxe les yachts, les trucs, les machins, votre allié François Bayrou, qu'est-ce qu'il propose? C'était simple, il disait, voilà, on sort de cette taxe de l'ISF uniquement les actifs qui sont investis dans les entreprises, les parts de capital, les actions. Voilà, moi il n'y a plus de débat. Bien, moi,
Je ne trouve pas ça si simple que ça. Il y avait d'ailleurs des risques d'inconstitutionnalité à faire cela. Ça peut se glisser, vous avez bien raison, mais je vous on vois, en parlera. Je vous vois ressortirai cette séquence. Mais vous pourrez. Sur l'IFI peut-être. Je trouve plus simple, parlons sérieusement, de dire on supprime l'ISF de manière claire et nette. Le signal qu'on envoie à l'économie, il est clair. On supprime l'ISF et on crée un autre impôt qui a une assiette claire, qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Une remarque en passant, parce que juste avant j'entendais et j'allais l'aberration économique de dire je... que quand on investit, encore une fois, il y a le Sénat c'est les sénateurs, bon, ils sont de droite, vous me direz, mais quand ils disent que finalement on ne sera plus taxé l'ISF quand on a 1 million d'euros sur un compte courant avec du cash qui dort, pour le coup, mais par contre, si on investit dans un investissement locatif, immobilier, pour créer des appartements dans un immeuble, et là pour le coup on est taxé à l'impôt sur la fortune immobilière. Quand même ça fait écho. J'allais faire référence au débat que vous aviez avant. Je trouve, je m'en excuse, mais que les termes du débat étaient mal posés. Nous n'avons jamais eu de discours de dire que l'immobilier, il fallait tuer ça. Au contraire, je pense qu'il faut construire plus. Parce qu'on a dit, c'est un peu... Non, mais vous disiez, c'est une aberration. C'est une aberration économique de recentrer tout sur l'impôt sur la fortune immobilière. Mais juste précisons une chose, c'est que pour ceux qui payent de l'ISF aujourd'hui sur leur immobilier, ils n'en paieront pas plus. Nous n'allons rien changer à ça. Et donc on est en train de parler d'un patrimoine immobilier de 1,7 million d'euros si on prend la réduction de 30%, l'abattement de 30% sur la résidence principale, 1,7 million d'euros. Je ne pense pas qu'on parle de tous les Français et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est la politique sur le logement qu'on va mettre en place, c'est-à-dire construire plus facilement, simplifier les normes, mettre en place des permis de construire au niveau de l'intercommunalité quand ça permet de construire plus facilement, de mettre plus d'intermédiation locative, de construire 80 000 logements pour les jeunes. C'est ça une politique en faveur de l'immobilier et c'est clairement la politique que nous allons mettre en œuvre. Bon voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Stanislas Guerini, député La République En Marche et porte-parole du groupe, donc République En Marche à l'Assemblée nationale, était donc votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview. Merci. Merci à vous.